Alors Philippe, nous on se pose une question là avec toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Quelle est la différence entre la psychologie d'un individu et la psychologie d'une foule? Parce que Bernays, si on écoute sa fille qui témoigne, elle nous dit que son père, donc Édouard Bernays, était absolument incapable de discuter avec une personne. C'était quelqu'un qui avait aucune notion de ce qu'était l'individu. Lui, il raisonnait en masse. C'était la foule. Il envisageait les individus comme un troupeau. Quelle est la différence, vous qui êtes aussi avec cette approche en psychanalyse, avec évidemment vos composantes, puisque vous avez tellement de casquettes que vous avez pu faire votre, on va dire, votre méthode, mais quelle est la différence entre un individu et une foule dans la façon de fonctionner? Quand vous êtes dans une foule, déjà, il y a une autre dimension qui vient se jouer, c'est votre personnalité, comment vous êtes perçu par l'autre, comment vous l'êtes perçu. Quand vous êtes seul chez vous, vous avez un comportement qui est différent quand vous êtes seul devant votre glace que quand vous êtes dans une foule. Donc il y a plein de facteurs qui viennent s'ajouter, et ça c'est le domaine de la psychologie sociale. Notamment des enjeux de position. Par exemple, moi j'avais fait une expérience, si vous arrivez dans un dîner, vous dites « je suis plombier ». Vous allez systématiquement être remis en cause lors de la discussion. Si vous dites vous êtes physicien, théoricien, plus personne ne bouge. Quelle est la différence? Vous avez les mêmes propos, simplement c'est le statut. Donc déjà, en psychologie sociale, le statut social est très important. Il ne faut pas oublier que nous avons une dimension animalière, nous sommes des mammifères. Et donc, par exemple, pourquoi on insiste tant sur l'intelligence exceptionnelle des gouvernements et en particulier des présidents? C'était très amusant. Il y a quelques semaines, il y avait un PowerPoint qui circulait sur Internet, vous l'avez peut-être vu, où on quantifiait l'intelligence des différents présidents. Ils avaient tous au moins un QI de 135. Dans le monde des animaux, quand un animal est dominant, il a la force physique et aucun des membres du groupe ne va le contester. Par contre, quand la vieillesse va affaiblir l'animal, il sera remplacé par un nouveau dominant et c'est la règle. Donc déjà, la position sociale fait que vous n'allez pas réagir de la même façon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les habitus. En fonction de vos origines sociales, vous n'aurez pas aussi la même position. Donc tout ça va jouer dans votre positionnement collectif et ça sera différent parfois de votre positionnement individuel. Alors il y a une expérience qui montre aussi que la pédagogie est là pour nous amener à être soumis à l'autorité. Et donc un psychosociologue du nom de Stanley Milgram a fait une série d'expériences. Alors, je vais vous l'exposer comme il l'exposait aux personnes qui étaient testées. Donc, Stanley Milgram est un professeur en titre, donc il passe une annonce dans un journal local pour recruter deux personnes, une qui va être expérimentée et l'autre qui sera expérimentateur. Stanley Milgram est professeur à New Haven. Il est professeur en titre et donc lors du rendez-vous, évidemment, il a le signe distinctif du professeur, c'est-à-dire à l'époque une cravate, une blouse blanche. On tire au sort, une personne sera expérimentée et l'autre sera l'expérimentateur. Quelle est l'expérience qu'on veut tester? On veut tester l'influence de la douleur sur la mémorisation. Donc celui qui sera expérimenté, on va lui donner une liste de mots avec des couleurs associées. On lui lit une fois et ensuite celui qui va être l'expérimentateur va délivrer 15 volts à chaque fois que la personne interrogée sur un mot ou la couleur ne répondra pas juste. Et donc, c'est marqué en gros sur la console, à l'époque, c'était des gros appareils, 450 volts mortels. Ce que ne sait pas celui qui va délivrer les décharges électriques, c'est que celui qui va être expérimenté est un comparse. Il ne va pas recevoir de décharge électrique, mais il va adopter un comportement. Par exemple, à 70 volts, il va gémir. À 120 volts, il va se plaindre de souffrance. À 135 volts, il va hurler. À 150 volts, il supplie qu'on arrête l'expérience. À 250 volts, il va pousser un hurlement. Et à 300 volts, il dit « je ne réponds plus du tout ». Et donc, à chaque fois qu'il y a une mauvaise réponse, il y a 15 volts donnés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on est dans... Alors, les résultats sont différents si l'expérimentateur et l'expérimenté sont dans la même pièce. Voilà, si ils ne se voient pas ou ils ne s'entendent pas, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, si on prend les
les conditions optimales, il y a l'expérimentateur, l'expérimenté et Stanley Milgram qui est là pour surveiller que les opérations se déroulent bien. Alors, voilà les résultats. Il y a 65% des personnes testées entre 1960 et 1963, ça représente à peu près 630 personnes. 65% vont jusqu'à des doses de 370 volts pour une somme modeste, puisqu'ils touchaient 4,50 $ pour le déplacement. On se rapproche des 450 volts. Si effectivement le Stanley Milgram n'est pas présent, eh bien, on aura 20,5% qui iront jusqu'à des doses de 315 volts. Si ça se fait en dehors de l'université, vous voyez, le lieu est très important, eh bien, il y aura 40,7% des gens qui iront jusqu'à 275 volts. Et si on laisse libre la personne de délivrer ou pas les décharges électriques, c'est 2,5% qui iront au maximum jusqu'à 80 volts. Alors, ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est que quand, à un moment donné, un deuxième professeur avec la même blouse blanche, aussi titré que Stanley Milgram rentre, la personne qui était prête peut-être à aller jusqu'à des doses élevées, quand même 370 volts, arrête immédiatement parce que c'est plus cohérent, parce qu'il y a un conflit. La deuxième autorité va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience? Il n'y a jamais eu de lien entre la douleur et la mémoire, et la personne arrête. Donc, elle va être soumise à une autorité qu'elle reconnaît comme telle, l'autorité scientifique, avec un psychosociologue dans une université New Haven, avec un laboratoire avec plein d'appareils. Elle est prête à aller jusqu'à des doses qui se rapprochent des 450 volts au nom de la science. Alors, ce qui est intéressant… Est-ce qu'ils ont testé une deuxième personne qui rentre dans la pièce et qui n'est pas en blouse blanche, par exemple la secrétaire? Oui, ça n'a pas le même effet. Ça perturbe un peu, mais on repart. Alors, il y a aussi un moment clé, c'est qu'à un moment donné, quand expérimentateurs et expérimentés sont dans la même pièce, les électrodes de la personne, le comparse, se détachent de la peau, et à ce moment-là, il y a un contact physique entre les deux hommes pour essayer de créer un problème moral, quoi. Alors, ce qui est intéressant, si on revient, le professeur Didier Raoult a joué le rôle de deuxième autorité vis-à-vis de toutes les petites autorités qui pouvaient graviter en France. Et donc, il a joué un rôle considérable, ne serait-ce que dans sa position au départ. Après, il a été rejoint par Toussaint, Péronne et d'autres. Mais au départ, il a joué un rôle considérable parce que sinon, il y avait un consensus. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une sorte de confrontation vis-à-vis d'une autre autorité qui ne serait pas d'accord avec la première, eh bien, on va jusqu'à des doses élevées. Alors évidemment, les gens ont tout de suite dit, oui, mais c'est des sadiques. Non, le sadisme, ça touche 1% des gens, mais à 65%, les 2/3 de la population. Et pourquoi? Parce que la personne, elle investit du respect vis-à-vis de l'autorité scientifique, ce qui commence à ne plus être le cas, et que la science, à l'époque, était considérée comme recherchant la vérité et non pas essayant de s'arranger avec les forces financières. Donc, voilà. Alors, les amis, si vous n'avez pas vu cette vidéo sur ma chaîne, vous pouvez la retrouver. Ça s'appelle « Le jeu de la mort ». Donc, merci d'avoir parlé de cette expérience, Philippe. Ils ont refait la même expérience il y a quelques années. Ça a été un projet qui a été cofinancé par 2 chaînes de télévision. Et puis, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, mais ils ont refait la même expérience, simplement qu'ils ont voulu voir quel était le rôle de l'autorité médiatique. Donc, ils ont fait un faux jeu télévisé et ils ont remplacé la blouse blanche par une présentatrice TV. Donc, tout le monde était dans le coup, sauf les personnes qui venaient, soi-disant officiellement, pour tester un nouveau jeu télévisé. Donc, tout a été remis dans la même configuration avec que des comparses. Et en fait, ils se sont rendus compte, et on va dire le scientifique qui était à la tête de cette expérience était horrifié à la fin parce qu'ils ont monté le pourcentage à 80% de candidats ont été jusqu'à des doses potentiellement mortelles pour le pauvre, dangereuse, oui. Le pauvre acteur qui jouait le jeu. Au bout d'un moment, il répondait même plus, il se prenait des décharges, il n'y avait plus. Et on va dire le candidat qui était piégé d'une certaine façon ou testé, il continuait, il sentait la pression de la femme qui était la présentatrice TV dans cette expérience, en fait, a donné des résultats encore pires que l'expérience de Milgram des années 60. Et vous pouvez retrouver donc cette vidéo
que je vous avais mise avec tout le reportage d'époque qui s'appelle Le jeu de la mort sur ma chaîne. Donc là, on voit bien, effectivement, pour revenir à ce numéro 1, dans les points de ces fameux 10 points, qui était aussi issu de votre conférence, la distraction, le rôle des médias, le fait d'être dans un univers télévisé, c'est un petit peu comme si on confirmait le bien fondé des informations qu'on nous donnait. Quand on est devant notre télévision, est-ce qu'on remet en question ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a un état d'hypnose? Oui, il y a un état d'hypnose, on ne remet pas toujours en cause ce qu'on reçoit par l'information. Et puis, il y a un décalage, c'est-à-dire que les gens n'ont pas perçu que les médias étaient là pour les duper, pour les orienter, pour leur donner des informations qui sont tout sauf objectives et scientifiques. Et la télé, sa force, c'est qu'elle pénètre en nous. Vous voyez, si vous êtes dans un état micro-dépressif, vous aurez du mal à lire, mais vous pourrez regarder la télé vous envahit. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible qu'on n'arrive pas à décrocher quand on est devant la télévision, même si on est fatigué, alors que quand on ouvre un livre, on lit 2 pages et on tombe de sommeil? Je pense que ça agit sur des zones cérébrales différentes. Ça met les gens dans un état d'hypnose. On voit bien, les gens sont fascinés. Vous avez une télé qui est allumée, puis vous avez des gens qui mangent. On voit les gens qui veulent regarder. Il y a une fascination pour la télé allumée, comme les enfants sont fascinés. Si vous regardez un enfant, dès que vous allumez la télé, ça le fascine, quoi. Tous les dictatures ont compris l'importance des médias, alors au gré des évolutions technologiques, mais par exemple, si vous prenez l'ex-URSS, ils avaient compris la force du cinéma, les Chœurs de l'Armée Rouge, etc., qui étaient de formidables ambassadeurs pour la dialectique matérialiste de l'époque. Le culte de la personnalité, toutes ces choses-là jouent. Le cinéma, aux États-Unis, c'est pas simplement un art, c'est aussi un système politique. Et les Américains ont tout à fait compris, Hollywood a tout de suite compris l'avantage que pouvait constituer pour les États-Unis le cinéma. Ils ont fait venir les grands réalisateurs, Eisenstein, bien que communiste, est venu à Hollywood, et on a fourni aux Américains la grammaire cinématographique. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une salle, dans le noir, avec des personnages qui sont plus grands que vous, il y a une espèce de régression. Et effectivement, vous n'avez pas du tout le même état de fonctionnement de votre cerveau. Vous êtes dans un état de suggestion hypnotique, comme dans la foule. Et à ce moment-là, on peut faire passer dans votre cerveau tout un tas d'informations qui vont s'imprégner, s'imprimer, former des empreintes. Alors, qu'est-ce que c'est la grammaire cinématographique? La grammaire cinématographique, c'est l'art d'influencer les spectateurs par les images. Vous voyez, si vous faites un gros plan, vous êtes trop proche de la personne, il paraît effrayant. Si vous êtes trop loin, ça n'attire pas le spectateur. C'est l'art de mettre l'image en adéquation avec le message que vous voulez faire passer. C'est ça, finalement, le cinéma, certains diront même c'est de la manipulation. Quand vous êtes au cinéma, on vous impose des plans. Quand vous êtes au théâtre, c'est vous le metteur en scène. Vous tournez la tête à gauche, à droite, vous regardez tel acteur plutôt qu'un autre, au gré de votre sensibilité. Au cinéma, vous avez des plans imposés. Donc, effectivement, le cinéma a joué un grand rôle. Regardez, par exemple, ça a été dénoncé par Franz Kafka, America, rapport de classe. Lui, il va aux États-Unis en étant persuadé que les États-Unis sont la méritocratie, qu'en travaillant beaucoup, on réussit. C'est faux. Donc, toutes les comédies américaines ont des comédies avec, pour les plus anciens, Cary Grant, Gary Cooper, James Stewart, ou même Clooney maintenant. Vous avez toujours le personnage sympathique qui l'emporte sur le... Regardez les westerns, c'est la lutte du bien et du mal. On trouve ça d'ailleurs, si vous regardez les élections américaines, il y a toujours un méchant et un gentil. Si vous regardez, c'est alterné. Bush était un méchant, Clinton était supposé être un gentil, Reagan était un méchant, Trump est un méchant, Obama avant est un gentil. Donc, si vous voulez, ils ont réussi à former une sorte de monde manichéen, dualiste, où aux États-Unis, quoi qu'il arrive, c'est le bien qui l'emporte. Et donc, celui qui a des ennuis dans les comédies américaines finit toujours par s'en sortir, et puis la morale l'emporte. Sauf que dans les faits, c'est pas vraiment ça. Certains vont jusqu'à dire que la vraie utopie, c'est le cinéma américain qui l'a créé. On n'a pas une vision réaliste des États-Unis, on a une vision
qui vient des séries télévisuelles, qui vient du cinéma, etc. Et donc, c'est tout ça qui nous a formés. Et ils ont tout à fait compris parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a été l'âge d'or des produits américains, que ce soit les cigarettes, le cinéma, la musique, le jazz, etc. Donc, ils ont réussi à envahir dans la tête des gens les valeurs culturelles américaines. Regardez le blue jean. D'après certains journalistes qui avaient fait des décomptes, nous passerions 14 ans de notre vie à regarder la télévision. Bon, c'est pas mon cas, hein, Philippe, parce que je la Moi regarde non depuis plus. 15 ans. Mais c'est affolant quand on se dit que sur une vie, on peut passer 14 ans à regarder la télévision. Du coup,